Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux Rencontres d'Averroès, cette 23e édition. On est toujours très, très heureux de vous retrouver avec autant de présence, d'attention, d'acuité pour débattre sur ces deux rives de la Méditerranée, autour de ce thème donc de surmonter la faille qui est née justement après les attaques du 13 novembre dernier. Donc après les failles généalogiques et historiques, place aux failles géopolitiques ou de relations internationales. Vous verrez que ça fera partie du débat pour essayer de comprendre, de prendre en compte justement les questions internationales et transnationales qui ont de plus en plus d'échos, d'effets sur les territoires nationaux. On est dans une nouvelle époque, on dit de mondialisation, et ça a évidemment des effets sur le monde méditerranéen et plus largement. Donc je laisse tout de suite la parole à Daniel Desesquel de RFI qui va animer cette table ronde pour présenter les invités et introduire ce débat sur les failles géopolitiques. Merci Thierry. Alors quand on regarde les deux rives de la Méditerranée, le mot le plus optimiste que l'on puisse prononcer, c'est je pense fragilité, la fragilité de la Tunisie. À côté, il y a évidemment le mot incertitude, l'incertitude de l'Algérie qui va succéder un jour ou l'autre à M. Bouteflika. Si on poursuit un peu, eh bien l'Égypte c'est l'autoritarisme, la Syrie, l'Irak cumule un peu tous les qualificatifs, autoritarisme, incertitude et évidemment chaos. La Libye, bien sûr, c'est le chaos. Israël et la Palestine restent une tache noire sur la carte de la Méditerranée. Et puis si on aborde la rive nord, avec la Turquie, c'est de nouveau l'incertitude. Que va faire M. Erdogan? Et puis pour l'Europe, l'Union européenne, bien les mots qui reviennent le plus souvent, c'est peut-être celui de peur du terrorisme, et puis aussi de frayeur. Qu'est-ce qu'on peut faire face au tsunami des réfugiés? Ça pose beaucoup de problèmes aux Européens, et on sent bien que les Européens ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde entre, par exemple, Mme Merkel et M. Orban en Hongrie. Alors, autant dire que la faille est immense entre les deux rives de la Méditerranée, et peut-être qu'on va évidemment en parler, ce sera évident au cours de cette table ronde. Et puis au cours de cette table ronde, on va certainement prononcer des noms qu'on ne prononce pas habituellement au cours des tables rondes précédentes et probablement de la suivante, des noms un peu plus lointains. Je pense qu'à un moment ou un autre, on prononcera le nom de Vladimir Poutine et probablement celui aussi de Donald Trump. Les quatre invités qui nous ont rejoints, Basma Kotbani, vous êtes syrienne, vous êtes la directrice de l'initiative arabe de réforme. Mais qu'est-ce que c'est que cette initiative arabe de réforme? C'est pas très connu, dites-nous tout. C'est une initiative qui était en réponse à l'approche américaine de « il faut démocratiser le monde arabe, nous allons leur apprendre comment on fait la démocratie ». Et donc, en réponse à cela, 15 instituts de recherche de la région, en partenariat avec des centres européens, ont décidé de se mettre ensemble pour développer un programme commun sur comment le monde arabe veut se démocratiser, comment il se pense et comment il peut amener le changement lui-même par des approches que les gens qui vivent dans ces sociétés peuvent apporter. Donc c'est un centre de recherche qui produit de la recherche essentiellement à 99% en langue arabe au départ, traduite vers l'anglais essentiellement, et qui sont des auteurs de la région elle-même qui écrivent. Bertrand Badi, vous êtes professeur à Sciences Po Paris, on n'a pas besoin de présenter Sciences Po Paris. Par contre, on peut citer votre dernier livre, le titre de votre dernier livre, publié à La Découverte, Nous ne sommes plus seuls au monde. Et effectivement, ça pose un problème, notamment aux Européens, de découvrir qu'ils ne sont plus seuls au monde. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir à un moment ou à un autre au cours de cette table ronde. Marc Pirini, vous êtes chercheur associé à Carnegie Europe. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est que Carnegie Europe? Alors, Carnegie, la Fondation Carnegie pour la paix internationale, c'est une ONG américaine de sciences politiques qui a 6 établissements dans le monde, dont un à Bruxelles. Et moi-même, je suis un ambassadeur recyclé, ambassadeur de l'Union européenne, dans un certain nombre de pays de cette région. Vous êtes ce qu'on appelle un ambassadeur recyclé. Oui, avec les bouteilles en plastique, on fait des blousons polaires, et avec les ambassadeurs, on fait des chercheurs. À la fin de cette table ronde, on saura si on peut faire de la géopolitique durable avec un ambassadeur recyclé. Myriam Benrad, vous êtes chercheuse à l'IREMAM, c'est l'Institut de recherche et d'études du monde arabe et musulman, et une fois qu'on a dit ça, on a tout dit ou pas? Pardon? Une fois qu'on a dit que l'IREMAM, c'était... Myriam Benrad, il faut écouter. Une fois qu'on a dit que c'était l'Institut de recherche et d'études du monde arabe et musulman, est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on peut préciser un peu plus? Non, on n'a pas tout dit. Moi, je suis chercheuse associée, donc actuellement maître de conférence en sciences politiques en Irlande.
Et l'IREMAM, qui est donc mon laboratoire de rattachement en France, est un laboratoire du CNRS qui couvre qui couvre donc la région au travers de différentes disciplines, histoire, sociologie, sciences politiques. Alors pour plus de précision, il y a eu un article très intéressant qui a été publié dans la Provence récemment, un entretien avec l'actuelle directrice du laboratoire, Catherine Miller, qui revient sur la question de la recherche dans le débat actuel. Donc voilà, si vous avez l'occasion de regarder. L'IREMAM est membre de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, qui est partie prenante des rencontres d'Averroès depuis de très nombreuses années, et d'Aix-Marseille Université, qui est le partenaire scientifique avec lesquels les rencontres d'Averroès travaillent. Et Myriam Benrad, vous êtes par ailleurs maître de conférence à l'université de Limerick en Irlande. J'ai envie de commencer par vous, Myriam Benrad, sans remonter à la nuit des temps pour comprendre un peu ce qui se passe dans la région. Est-ce qu'il ne faut pas revenir d'abord sur les deux guerres du Golfe qui ont évidemment marqué et détruit l'Irak en grande partie, la première, 91-92, à la suite de l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, et puis la deuxième, 2003, celle menée par la Grande Coalition pour renverser Saddam Hussein avec les États-Unis à la tête de cette coalition. Qu'est-ce que ça a changé, ces deux guerres du Golfe, dans le monde arabo-musulman et sur la rive sud de la Méditerranée? Mais écoutez, moi je travaille sur l'Irak depuis 13 ans. D'abord, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il est devenu très difficile de travailler sur cette région. Alors sur un plan intellectuel, sur un plan moral aussi. Vous parliez de destruction, l'Irak est totalement dévasté aujourd'hui. Enfin, pour ceux qui suivent l'actualité irakienne, la bataille de Mossoul, les enjeux qui entourent cette bataille, la reprise des territoires, l'après-État islamique, tout cela est très complexe. La société irakienne a été ravagée. Alors, on peut remonter à la guerre du Golfe, mais on peut remonter même plus loin à la fondation de l'État irakien, aux contradictions de cet État-nation, une histoire contemporaine qui a été extrêmement violente, faite de nombreuses ruptures politiques, la montée en puissance effectivement du parti Baas et de l'autoritarisme en Irak à partir des années 60, la confrontation avec les États-Unis qui culmine avec la guerre du Golfe et ensuite donc une longue décennie d'embargo qui avait fait sortir l'Irak de la tension internationale, une période très importante parce qu'elle préfigure de nombreuses dynamiques de la violence qu'on observe aujourd'hui, et elle a surtout préfiguré, à mon avis, la destruction de l'intérieur de la société irakienne. Et en 2003, alors je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'occupation américaine et de son héritage, j'ai publié un ouvrage en 2015 sur la question qui est tiré de ma thèse de doctorat, mais il est évident que les États-Unis arrivent en Irak en 2003 avec une méconnaissance profonde de l'histoire récente du pays, sans compter la dimension profondément idéologique également de cette guerre sur laquelle beaucoup d'ouvrages d'analyse ont été publiés. Donc encore une fois, l'idée n'est pas de refaire toute l'histoire parce que tout cela fait aujourd'hui partie de la littérature et a été abondamment couvert. Mais cette guerre, elle marque, à mon avis, le début d'une profonde incompréhension qui a fait le jeu des extrêmes. Alors si on prend le cas de l'État islamique, c'est à la fois un terreau irakien, puisque cette organisation, avant d'arriver sur le devant de la scène en 2014 avec la prise de Mossoul, a été fondée en 2006 en pleine occupation, en pleine insurrection sunnite contre l'armée américaine, contre les nouvelles autorités irakiennes, le tout sur fond de confessionnalisation de la société, d'approfondissement de ces lignes de faille qui préexistaient, mais qui n'étaient pas une fatalité, parce que j'insiste là-dessus. C'est vrai qu'on parle beaucoup de confessionnalisme. Aujourd'hui, à l'échelle régionale, c'est un ingrédient moteur du conflit syrien également, mais il faut quand même bien préciser le contexte. La montée en puissance de l'État islamique, c'est un contexte. C'est le contexte de l'occupation américaine, c'est le contexte d'une communauté sunnite qui a été mise en marge. Et Zarqawi, l'inspirateur de l'État islamique, donc c'est le djihadiste jordanien qui a officiellement fondé l'organisation avec ses lieutenants irakiens,
avait très bien compris l'intérêt dès cette époque, donc dès les années, je dirais, 2004-2005, malgré les résistances d'un certain nombre d'autres djihadistes, à commencer à l'époque par Ben Laden et déjà Zawahiri et un certain nombre de ses mentors, il avait compris l'intérêt, pour lui, stratégique, de se lancer dans une guerre confessionnelle pour polariser la société et faire venir à lui la composante sunnite qui, par ailleurs, était traversée de nombreuses dissensions à la fois idéologiques et politiques entre ceux qui étaient prêts à jouer le jeu, ceux qui se sont retrouvés finalement dans une situation intenable et qui ont opté largement pour la passivité. Et donc la militarisation, l'extrême, c'était la militarisation de cette cause sunnite contre les autorités chiites, contre les Américains, avec une confessionnalisation du discours. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les catégories langagières qui sont portées par ce groupe montrent à quel point on a raisonnablement affaire à une organisation qui est politique, mais qui a associé à sa raison d'être une idéologie religieuse qu'on ne peut pas nier. Myriam Bernard, il y a aussi peut-être dans l'élément, sans refaire effectivement toute l'histoire, deux éléments, je crois, majeurs. D'une part, un mensonge, c'est-à-dire les armes de destruction massive. J'aimerais peut-être avoir la résonance, puisque ça a couvert quand même tout un discours de légitimation de l'interventionnisme. Et d'autre part, la décision du proconsul Bremer de dissoudre l'armée, et notamment le Baas, et qui, semble-t-il, l'élément d'information qu'on a, c'est qu'un des bras armés aujourd'hui de Daesh vient de cette armée dissoute jadis de Saddam Hussein. Donc, est-ce que ces deux éléments, je veux dire, participent de du creusement de la faille, puisque d'une certaine façon, l'idée c'est d'essayer de réfléchir aux responsabilités, comme le soulignait François Burga en première table ronde, de responsabilité des politiques, je dirais, occidentales, aussi dans ce qui est né, dans cette violence, dans le creusement de cette faille. Oui, enfin ça c'est évident, hein. Je parlais de l'embargo. Oui, mais tout le monde ne le sait pas. Alors, l'embargo, les sanctions, moi je remonte aux sanctions internationales, parce que je crois que ces sanctions ont été largement irresponsables, à l'égard d'un peuple qui avait fait les frais de plusieurs guerres déjà, qui était exténué au sortir de la guerre du Golfe. Donc les sanctions ont véritablement ravagé l'Irak. D'ailleurs, c'est une période de l'histoire sur laquelle je pense qu'il faudra revenir beaucoup plus sérieusement, parce que toute la tendance salafiste irakienne qui se militarise dans les années 2000 contre l'armée américaine et donc contre ces nouvelles autorités au pouvoir qui sont largement issues de l'ancienne opposition irakienne, ces gens ont été formés par la décennie d'embargo. Donc ça, c'est une chose. L'administration américaine, l'administration Bush, est partie avec des catégories très idéologiques. Alors, effectivement, le nouveau Moyen-Orient. Oui, enfin, le grand Moyen-Orient. Encore une fois, je crois que ça répondait d'impératifs propres aux États-Unis à l'époque, dans le contexte géopolitique qui avait été créé par le 11 septembre, avec l'influence de l'ancienne opposition irakienne qui était dans une logique revancharde, donc de règlement de ses comptes avec le régime à l'époque, les mensonges autour effectivement des armes de destruction massive. Là, il y a eu aussi le thème dont je parle dans mon ouvrage de la connexion, des liens entre Ben Laden et Saddam. Bon, il y a eu une idéologisation de ce conflit. Cela étant, au moment où on parle de surmonter la faille et où on observe très distinctement la polarisation des perceptions, c'est-à-dire qu'on a, avec l'élection de Donald Trump, on voit la réaction de l'État islamique, par exemple, qui est ravi parce que, encore une fois, cette élection, 15 ans après l'entrée en guerre, enfin celle de Bush, l'arrivée au pouvoir de Bush, cette guerre d'Irak qui a été catastrophique, cette élection, à leurs yeux, va contribuer à polariser encore davantage les positions. Alors, je crois qu'il faut dépasser cela, et c'est le rôle des historiens et des chercheurs, parce que, bon, si on se place du côté américain, cette guerre d'Irak du côté américain, elle n'est pas simple. Il y a eu énormément de divisions au sein de l'administration entre agences américaines, énormément de contestations du côté américain. Je crois qu'il ne faut pas caricaturer, les choses étaient beaucoup plus complexes. Si on prend le cas des vétérans de la guerre d'Irak, dont on ne parle pas du côté américain, les choses sont très mal vécues parce que, quoi qu'on en dise, ces troupes qui ont été jetées en Irak en 2003 eh bien, se sont senties largement trahies aussi.
par leurs autorités. Donc oui, on est dans je pense dans on est face à un lourd problème politique, à une polarisation qui est en train de prendre le pas sur toute forme de nuance, de dialogue. On le voit très clairement avec les différents récits aussi des uns et des autres. Et je crois que notre rôle, c'est d'essayer de dépasser ça, de recréer les conditions d'un dialogue au moment où notre société aussi est affectée par ces polarités qui sont assez largement artificielles, parce que les récits, encore une fois, si on prend la guerre d'Irak, les récits de la guerre d'Irak sont beaucoup plus complexes que ceux qu'on présente dans les médias. Les Irakiens ont fait les frais effectivement d'une grande violence. On ne peut pas nier les erreurs de l'Occident, mais je crois que s'il est un devoir, c'est d'essayer de recréer les conditions d'un dialogue, d'une discussion pour sortir du chaos, parce que effectivement, on va reparler d'Irak, mais il y a aussi d'autres pays autour de la rive sud de la Méditerranée. Je pense notamment à la Syrie. Alors il y a évidemment un point commun entre la Syrie et l'Irak, c'est que ce sont deux pays où Daesh s'est implanté, mais l'histoire de la Syrie, Basma Khotbani, elle est tout à fait différente. C'est l'histoire d'un peuple qui s'est élevé contre un pouvoir dictatorial qu'on se transmet de père en fils, et ça a mal tourné. Oui, je pense qu'il faut toujours revenir aux origines d'un mouvement, quel que soit ensuite le point où l'on se trouve quelques années plus tard. Parce que le point où l'on se trouve, il est le résultat des réactions et des comportements et des stratégies qui ont été développées en réponse à cette première expression. Et cette première expression, elle est incontestablement dans le contexte de soulèvement de sociétés arabes qui sont en divorce avec les pouvoirs en place, que ce soit en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie, au Yémen, à Bahreïn. Ce sont les pays où nous avons vu se soulever des populations. La Syrie a exactement le même, les mêmes ressorts qui poussent la population à manifester, à savoir l'absence totale de liberté, et une corruption qui est du domaine de la prédation. Autrement dit, toutes les ressources du pays sont entre les mains d'une mafia. Donc on a aujourd'hui, on présente la situation syrienne comme un sac de nœuds, impossible à démêler. C'est tellement complexe que le message, c'est il n'y a pas de solution. Alors, je pense que dans tout cela, il y a moyen tout de même de hiérarchiser et d'expliquer que l'on part d'aspiration d'une société, de la base. On voit une réponse d'un pouvoir qui cherche, qui riposte par l'anéantissement. Et le mot anéantissement devrait être pris vraiment à son sens le plus fort, créer le néant. C'est un pouvoir qui, pendant 45 ans, a cherché à désamorcer toute tentative d'organisation d'une société civile, d'une action culturelle, d'un lien entre les composantes de la population, sans parler de partis politiques et d'actions politiques. Donc, c'est véritablement maintenir ce néant au niveau des relations horizontales à l'intérieur de la société, et au moment où elle se soulève, créer volontairement et délibérément le néant. Je dis le néant parce que Daesh s'installe dans le néant. Et Daesh vient d'Irak essentiellement, avec une histoire et une genèse qui est proprement irakienne, que Myriam Benrad vient d'expliquer, je crois, assez clairement, que c'est bien l'action américaine de 2003, la destruction des institutions, là aussi la création d'un néant, et puis surtout un échec total, presque délibéré, d'une stratégie de destruction des institutions, à commencer par l'armée. Donc voilà où se retrouve Daesh en Irak. Et puis Daesh déferle sur la Syrie. Je simplifie un peu parce que Daesh est un mouvement extrêmement complexe, manipulé par tout le monde, c'est-à-dire par le régime syrien lui-même, par l'Iran,
tout le monde poussera des hurlements si l'on disait que l'Iran manipule Daesh, et pourtant c'est vrai, on a des indications très claires là-dessus. Un jour, on aura l'histoire de Daesh, on aura les moyens de la raconter, mais on sait que ces connexions existent, puisque c'est un mouvement qu'on utilise comme un épouvantail, comme un mouvement qui peut mener des actions de la sale besogne, etc. Donc la création de ce néant était une stratégie délibérée. Il faut toujours rappeler, le peuple s'est soulevé en Syrie, sachant très bien, étant tout à fait conscient de la nature de la société syrienne, qui est une mosaïque extraordinaire de communautés, village par village. On va trouver un village chrétien à côté d'un village chiite, à côté d'un village druze, à côté de villages sunnites, etc. Cette imbrication extraordinaire, kurde bien entendu, cette imbrication extraordinaire est vraiment propre à la Syrie. C'est encore plus que tous les autres pays une mosaïque. Et le peuple se soulève en disant uni, uni, uni. Ce sont les slogans des manifestations, et pacifique, pacifique, pacifique. Unis parce que nous savons que nous sommes face à un dictateur qui va chercher à diviser la société. Et la réponse a été évidemment les armes. La réponse a été les armes, c'est ce qu'il y a de plus visible, mais la réponse beaucoup plus pernicieuse, beaucoup plus perverse, c'est la réponse par la manipulation des différences confessionnelles. Voilà. Monter les communautés les unes contre les autres, c'était l'approche la plus efficace finalement, et se présenter comme le défenseur des minorités. Et malheureusement, la faille se crée justement là. Il y a un néant en Syrie, il n'y a pas une faille, il y a un néant aujourd'hui. Mais la faille qui se creuse et qui est importante entre la perception de l'extérieur, à partir d'Europe, de cette situation syrienne, c'est un dictateur qui a pour récit de son comportement « je protège les minorités ». Et l'on trouve des voix qui vont, au nom de la protection de la laïcité et des minorités, défendre un régime qui a... Ce serait un moindre mal, Bassem Kodmani, c'est ça, c'est le discours que l'on voit émerger dans certains acteurs. Vous voyez, c'est tellement complexe, etc. Finalement, collez-leur leur dictateur, qu'ils les tiennent bien en place les uns et les autres. C'est à peu près le message que l'on reçoit, et c'est bien le plus dangereux. Marc Vernier, on sent bien que l'Europe a un peu de mal à s'y retrouver dans ce néant, en tout cas dans cette difficulté. Alors, il y a un paradoxe dans la situation européenne. D'abord, les Européens sont toujours un peu à la remorque des Américains lorsqu'ils interviennent. Ils sont intervenus en 91-92, certains sont intervenus en 2003. On reproche souvent aux Occidentaux, aux Américains, donc aux Européens d'intervenir. Et là, récemment, lorsque les Américains ne sont pas intervenus en Syrie, on leur a reproché de ne pas intervenir. Alors, on est dans un paradoxe permanent. Comment en sortir? Et vous qui avez été ambassadeur de l'Union européenne en Turquie, en Libye et ailleurs encore, comment percevez-vous ce paradoxe européen? Je ferai un constat en 4 points. Tout d'abord, la région du Moyen-Orient, je ne parle pas du Maghreb, mais du Moyen-Orient et de la Turquie, mais la région du Moyen-Orient, c'est une région où l'Europe n'a jamais eu de position forte ni d'intérêt stratégique, perçu en tout cas. Cette région est en lambeaux, on vient d'en parler, elle est traversée par un cycle de revendications, de répression. La Syrie, l'Égypte, la Turquie d'une certaine façon aujourd'hui, les velléités d'indépendance des Kurdes irakiens, l'affirmation identitaire des Kurdes syriens, des Kurdes turcs évidemment, et l'Europe a toujours été assez lointaine de ces questions-là. Pourquoi? Parce que, ça c'est le deuxième point, elle avait une puissance de référence qui était les États-Unis. Et cette puissance de référence, ce régulateur de la sécurité du Proche-Orient, s'en est éloigné. Pourquoi s'en est-il éloigné? En 2008, Obama a été élu sur un ticket « Je ramènerai les boys à la maison ». Il était l'héritier de 2 guerres en Irak et d'une guerre en Afghanistan, désastreuses les unes et les autres, et il a été élu sur ce ticket-là. Et quand on voit les interviews qu'il donne depuis le printemps sur son bilan, il dit « j'ai fait ce que j'ai promis, j'ai ramené tout le monde ». Et le symbole de tout cela, c'est août 2013, alors que les Rafales français, qui étaient un accessoire à l'intervention américaine, étaient prêts à décoller. Obama a pris une réunion de la cellule de crise de la Maison-Blanche où il était décidé d'intervenir. Il fait un tour dans le jardin avec son directeur de cabinet et 40 minutes après, il décide de ne pas intervenir. Donc,
ça, c'est le retrait américain, c'est le repli, et Obama en est le symbole, et c'était son choix politique, il a été élu en partie pour ça. Le troisième point, c'est que ce vide a laissé la place à une irruption d'une autre puissance régulatrice, qui est désormais la Russie. La Russie est intervenue en Syrie il y a 15 mois, pour sauver son allié Assad, pour établir une base aérienne permanente, et si possible deux bientôt, en Syrie, mais aussi pour faire la démonstration au reste du monde que les États-Unis et ses alliés ne sont plus les seuls à décider de l'ordre mondial, qu'on est là aussi à la table. Ceux qui sont intéressés peuvent relire le discours de Vladimir Poutine aux Nations Unies en septembre l'année dernière. Mais c'est bien plus compliqué que ça, parce que la Russie est dans une stratégie de puissance et de harcèlement de l'Occident. Elle harcèle l'Europe tous les jours par des missions aériennes au nord de la Norvège, à l'ouest de l'Irlande. Entre la France et le Royaume-Uni. Entre la France et le Royaume-Uni, dans le golfe de Gascogne, en mer du Nord, en mer Noire, etc. Et encore, sous la mer, c'est encore plus impressionnant quand on lit les détails, mais elle harcèle aussi par l'action politique. Vous avez mentionné, ou quelqu'un a mentionné, la rencontre avec Orban. L'année dernière, à quelques semaines d'intervalle, Merkel va voir Orban, qui lui fait une leçon en public dans la conférence de presse. Votre démocratie libérale, ça ne m'intéresse pas. Et au même moment, Poutine va voir Orban et finance ses campagnes. Il finance aussi les campagnes d'autres partis politiques, comme chacun sait, en Europe. Donc il y a une stratégie de puissance. Et face à tout cela, vous avez un effritement de la cohésion européenne, qui est à la fois par défaut et par dessein. Je m'explique. Nous sommes dans l'aboutissement d'un cycle. Le cycle technique de l'Europe, c'était la construction du marché intérieur, c'était Schengen, c'était l'euro. Tout ça s'est passé, ça vous paraît à tous une chose normale. Si demain on enlève Schengen, vous devrez vous arrêter à toutes les frontières de nouveau, vous devrez changer de l'argent si on enlève l'euro, mais ça paraît normal. Et pourquoi ça paraît normal? Parce que la menace ultime, la menace nucléaire soviétique a disparu, il y a bien longtemps déjà, et donc on considère que ce qui était le principe fondateur de l'Union européenne, qui était l'union fait la force, on n'en a plus tellement besoin. Donc on est dans une logique d'effritement qui s'exprime par le traité de Lisbonne, tout simplement, qui reprend, où les grands États reprennent la main et où on nomme à la tête des institutions européennes des gens catalogués comme politiquement très faibles. On peut citer José Manuel Barroso, par exemple. Ou Catherine Ashton au début. Ou Catherine Ashton, bien évidemment. Dans son premier mandat. Alors, il faut bien... Et maintenant, ça se traduit par des choses beaucoup plus fondamentales, qui sont le Brexit, évidemment, le Royaume-Uni, par défaut, là aussi, parce qu'ils n'avaient pas prévu ce scénario. M. Cameron était loin d'imaginer que le camp du retrait allait l'emporter, mais le Royaume-Uni est sur le chemin du départ. La France a toujours été européenne lorsque l'Europe ressemblait à la France, ce qui n'est pas... On dit souvent que l'idée de l'Europe pour la France, c'est que ce que c'est que l'Europe, c'est la France en plus grand. Oui. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça pour les autres. Et puis l'Allemagne, qui a une tradition en politique étrangère de non-interventionnisme, c'est-à-dire qui ne fait pas, à cause de la Deuxième Guerre mondiale, qui est toujours là dans les gènes politiques, ne fait pas d'intervention étrangère, donc elle se retrouve souvent toute seule. Bertrand Madi, on va poursuivre un peu ce que vient de dire Marc Pierini. Le titre de votre dernier ouvrage, Nous ne sommes plus seuls au monde, évidemment, le jour où les Européens en ont pris conscience, ça a été un traumatisme, parce que pendant très longtemps, les Européens ont cru que par capillarité, ce qui faisait l'Europe, c'est-à-dire un continent de paix, de relative prospérité, où les droits de l'homme, les droits de minorité étaient respectés, eh bien par capillarité, ça allait se répandre à la surface du globe, en commençant peut-être par de l'autre côté de la Méditerranée, et ça a été le rêve des révolutions arabes, et ça ne s'est pas passé comme ça. L'Europe est donc plus démunie que jamais pour faire face à ce monde qui change beaucoup, et face au néant qu'a évoqué Basma Komnadi au début de l'intervention. Je vous trouve très optimiste d'abord de dire que l'Europe a pris conscience qu'elle n'est plus seule au monde, peut-être autour de cette table, mais au-delà, je ne sais pas. Parmi les dirigeants, je suis même convaincu du contraire. Et c'est probablement l'une des failles les plus graves auxquelles nous nous trouvons confrontés aujourd'hui, c'est-à-dire un monde, je dirais pas forcément monde européen, ni même monde occidental, je dirais un vieux monde des puissances traditionnelles qui ne voient pas les autres,
qui ne voit pas l'altérité et qui ne sait pas encore que ce ne sont pas elles, ces vieilles puissances, qui vont régler tous les problèmes. Faisons un rêve ou un cauchemar ensemble. Il y a demain une crise majeure en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Qu'est-ce qui va se passer en France? Déjà, il faut situer la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur la carte. Peu importe. Compte tenu de la question que je pose, ça n'a pas d'importance. Premier jour, le Quai d'Orsay va publier un communiqué appelant les partis à la retenue. Vous connaissez cette formule, moi qui me rappelle les temps héroïques du collège quand j'étais appelé à la retenue aussi. Et deuxième communiqué, Matignon, l'Élysée et le Quai d'Orsay vont expliquer la solution du problème qui est né hier soir en Nouvelle-Guinée. Et expliquera que si on ne suit pas ces recommandations, eh bien probablement les choses iront de mal en pire. Est-ce que vous croyez que c'est la solution? C'est-à-dire, est-ce que vous croyez que dans un monde où on se croit encore, disons pour le mieux, en position de maître d'école, et que ceux qui sont en position de souffrance et de conflit ne peuvent sortir de leur situation qu'en suivant des recommandations venues d'ailleurs et de très loin? Mais je dirais le problème va beaucoup plus loin, parce que, avec toute l'amitié que j'ai pour ce magnifique organisateur de ces très belles rencontres, le titre de notre panel, c'est la géopolitique. Mais ça aussi, c'est une fausse faille. C'est-à-dire de penser que nous sommes encore dans un monde de géopolitique. C'est fini, la géopolitique. C'est mort. Les gens qui se disent géopoliticiens parlent de leur tombeau. Encore des chômeurs en perspective. Pardon ? Encore des chômeurs en perspective, Bertrand Badi. Des quoi ? Des chômeurs, les géopolitologues. Ah, des chômeurs, oui, exactement, d'accord. Articulé, ouais, on ne comprend pas toujours. Bon, ce qui est intéressant pour la région qui nous retient aujourd'hui, c'est que effectivement, on pourrait faire écrire toute l'histoire du Moyen-Orient comme étant victime d'une géopolitique qui s'est installée, disons, à la fin du XIXe siècle. La première souffrance imposée au Moyen-Orient, c'est la géopolitique traditionnelle. Pourquoi ? Parce que le Moyen-Orient concentrait 4 traits fondamentaux qui appellent la puissance et qui appellent à l'accomplissement du jeu de puissance. C'est une région pleine de ressources, donc des convoitises qui vont avec, je n'ai pas besoin de vous expliquer. La proximité, qui pour les géopoliticiens est quelque chose de très important. Le fameux adage « le Moyen-Orient est à nos portes », on entend ça tout le temps sur TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, etc. Pas sur RFI. Sur TF1 lentement, rarement. Oui, c'est vrai. Troisièmement, les décompositions impériales. Quand même, le Moyen-Orient est un lieu de rencontre de tout un ensemble d'empires, empire ottoman, empire perse, empire russe, qui, de par leur décomposition, nourrissent les appétits traditionnels de la géopolitique. Et puis enfin, bien entendu, la rivalité entre superpuissances nées de la bipolarité, car il ne faut pas oublier ce processus incroyable de conversion d'à peu près tous les conflits du Moyen-Orient jusqu'en 1989 en conflit Est-Ouest. Le conflit israélo-palestinien étant de ce point de vue-là très intéressant, puisqu'il ne s'est converti que lentement. Cette conversion à l'homothétie avec Est-Ouest date réellement de 1967, alors qu'auparavant l'URSS soutenait volontiers Israël, mais une fois que cette conversion s'est faite, elle n'a plus bougé et le Moyen-Orient en est resté l'otage. Donc déjà, tout ça, c'est très dur. Donc nous sommes sortis donc, des failles géopolitiques pour rentrer dans quel type de failles, Bertrand Badi ? Voilà, vous faites magnifiquement la transition avec la deuxième partie. Merci. Nous sommes entrés dans un monde qui justement ne ressemble plus à ce que pense et édicte la géopolitique, pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un monde où les sociétés, et hélas les lambeaux de sociétés, ont plus d'importance que les États. Ou, phénomène incroyable qui fait retourner Clausewitz dans sa tombe, où la guerre aujourd'hui n'est plus tellement une compétition de puissance qu'une compétition de faiblesse, liée à des effondrements d'États, de nations, de sociétés, de solidarité de toute nature. Et donc, on voit en quelque sorte le jeu international entre les mains, et notamment les conflits qui sont descendus vers le sud. L'Europe n'est plus le champ de bataille du monde, c'est une zone qui va du Sahel au Grand Moyen-Orient, enfin jusqu'au Pamir, disons, et dans toutes ces régions, ce ne sont plus tellement les États
qui conduisent la conflictualité que des acteurs sociaux. Cette socialisation, entre guillemets, des conflits, cela donne naissance à une situation de plus grande fragmentation. Penser la faille dans l'hyperfragmentation est chose extraordinairement difficile, qui ruine ce qui est le fétiche, le totem, le tabou de toute la géopolitique, l'idée d'alliance. C'est-à-dire qu'on entre dans un contexte où toutes les alliances sont fluides, l'allié d'un jour peut se défaire le lendemain et tout ce qui s'ensuit, et surtout qui ne donne plus de sens à cet autre totem de la géopolitique qui est la relation schmittienne de l'ami et de l'ennemi. C'est-à-dire que nous avons tous appris au primaire de la politique, là où se trouvent la plupart de nos dirigeants d'ailleurs, pas remarqué. Nous avons tous appris que les amis de nos amis sont nos amis, c'est plus vrai, que les ennemis de nos ennemis sont nos amis, ben c'est pas vrai. L'ennemi de Daesh qui est notre ennemi, c'est l'Iran, alors l'Iran devrait, dans un modèle géopolitique, être notre grand ami. Et on pourrait continuer, jouer à ce jeu avec la Turquie et l'Arabie Saoudite, vous verrez. Donc, cette socialisation de la conflictualité, rend la géopolitique caduque, et surtout, rend les réactions géopolitiques caduques, c'est-à-dire cette espèce d'obsession de l'intervention et de la réponse par le canon, et enfin et surtout donne naissance à un nouveau jeu qui, à mon avis, interdit même la notion de faille à cause justement de ce processus de fragmentation. Il y a une deuxième raison à cela, c'est un autre phénomène très très important qui est la déterritorialisation des conflits. La déterritorialisation des conflits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le modèle géopolitique classique, on s'oppose sur des territoires au nom et en vue d'acquérir des territoires ou de les protéger. France, Allemagne, Alsace, Lorraine, tout ceci est parfaitement connu et nous l'avons bien appris. Aujourd'hui, les conflits sont déterritorialisés. Il y a une guerre ô combien meurtrière et affreuse au nord de la Mésopotamie, mais cette guerre est une guerre, alors pardonnez-moi le mot, j'en ai pas trouvé de mieux, rhizomatique. C'est-à-dire, il y a la guerre en Mésopotamie, mais celle-ci vient tout d'un coup surgir en Belgique, en France, à Nice ou à Paris. Daesh est battu ou mis en échec, mais on le voit réapparaître à travers une offensive au Yémen ou en Libye, voire au nord du Nigeria. Tout ça, c'est une logique de mobilité, de fluidité, de déterritorialisation qui rend caduques les modèles que nous manipulions, qui rend, à mon avis, un peu impropre la notion de faille, mais je vous soupçonne de nous avoir demandé de le dire. Et c'est d'un certain pour les surmonter, justement. Donc si ce monde est de plus en plus opaque, il faudra nous indiquer les chemins pour en sortir. Alors ça, vous n'allez pas me laisser dire ça maintenant. Pas de souci, il y a une deuxième partie. Basma Conadi voulait réagir à vos propos, Bertrand Badie. Moi, je voudrais souligner quelque chose qui est totalement occulté, parce que ça n'est pas spectaculaire et c'est difficile à entendre. Hier, nous avions quelques propos intéressants dans la table ronde de l'après-midi. Les forces qui dominent cherchent forcément à diviser, puisque c'est le meilleur moyen de conserver leur domination. Donc les voix qui veulent éviter la division sont des voix relativement inaudibles. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a une très forte demande des sociétés de la rive sud de la Méditerranée, une demande d'État, une demande de société organisée. Et de stabilité. D'institutions État. Oui, bien entendu, mais comment restaurer cette stabilité perdue? Les sociétés civiles d'Irak, de Syrie, de Bahreïn, d'ailleurs, publient des communiqués qu'ils signent par milliers, établissent des parlements de la société civile pour s'exprimer en disant: on se moque éperdument d'être les uns sunnites, les autres chiites, les troisièmes kurdes. Nous voulons être ensemble. Nous sommes irakiens.
Voilà. Ça fait 100 ans que nous sommes, plus de 100 ans que nous sommes irakiens. Nous sommes irakiens parce que tous ceux qui vivent encore en Irak sont nés dans cet État indépendant irakien, dans ces frontières-là. Alors il est tout ce qu'on voudra, oui, artificiel, mais qu'est-ce que ça veut dire l'artificiel? C'est une société qui s'est construite et pensée. Donc la conception même d'une société, c'est la communauté imaginée, ils s'imaginent comme irakiens, et les Syriens s'imaginent comme Syriens, ils ne se pensent pas autrement. On a quelques mouvements religieux, ceux-là sont confessionnels, ils sont basés sur une approche confessionnelle qui vont dire « Ah, je suis plus proche de mon frère sunnite de Somalie que de mon frère chrétien ». Mais c'est un discours qui n'a pas de résonance, qui réellement n'en a pas dans les sociétés en question. Ce sont des sociétés qui disent « nous voulons un État ». Pourquoi? Alors, quand on est au nord et qu'on vit dans des États-providence qui vous apportent la sécurité sociale, le confort, la stabilité, c'est très facile de dire « ah bah finalement, ils ont plutôt... c'est mieux de les laisser en petits groupes comme ça ». Mais comment vont-ils s'organiser? Qu'est-ce que c'est que la viabilité de ces communautés? Réfléchissons un instant et ne jetons pas par-dessus bord les accords de Sykes-Picot. Est-ce qu'on a proposé mieux? Si on a mieux, allons-y. Mais est-ce qu'on a mieux? On n'a absolument rien de mieux. Donc on rencontre des responsables politiques totalement irresponsables qui vous diront « ah ben Sykes-Picot c'est fini ». Ah bon? Ah, vous avez autre chose à nous proposer alors? Eh bien, comme il n'y a rien de proposé et que les sociétés se pensent dans les frontières qui sont les leurs, ce n'est pas l'échec des dirigeants qui doit remettre en cause, la réponse à l'échec de la gouvernance, l'échec de régimes corrompus, la réponse n'est pas de détruire les frontières, c'est plutôt de mettre à l'intérieur de ce même cadre national des institutions qui peuvent fonctionner. Donc, nous avons le contraste qui sans doute creuse la faille, vraiment, véritablement, c'est ce discours sur l'universalisme des valeurs occidentales, que les sociétés qui se sont révoltées ont complètement adopté. Les libertés, la justice sociale, les droits de l'homme, etc. On l'a entendu de l'autre côté de la Méditerranée. Donc voilà ce discours universel qui est adopté. Et qu'est-ce que l'on entend immédiatement lorsque la répression entraîne des affrontements? Ah oui, mais ce sont des sociétés en petits morceaux, ils sont faits de petites communautés qui sont religieuses, etc. La démocratie, c'est pas pour eux. Côté européen, un discours qui est de l'héritage colonial, et on a du côté américain un discours qui dit c'est les politiques identitaires, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais les politiques identitaires sont assassines pour ces sociétés. C'est ce qu'il y a de plus terrible que l'on puisse leur inculquer. Au contraire, ils ont dépassé les différences identitaires pour aller vers une construction politique moderne. Et puis voilà que des régimes politiques sont venus écrabouiller systématiquement cette construction d'État moderne, donc cette construction politique moderne, et pour les réduire à nouveau à des communautés, à des appartenances primordiales, tribales, sectaires, confessionnelles, religieuses, etc. Donc le regard qu'on portait d'un côté l'Europe et de l'autre côté l'Amérique sur cette région sont allés faire une constitution de partage du pouvoir entre les communautés en Irak qui s'est révélée absolument terrible, absolument fatale à l'existence de l'Irak. C'est aussi qu'on est piégé par ce regard des puissances qui peuvent faire quelque chose, un regard qui est, ce sont des sociétés qui n'existent pas. Merci Basma Konani, on est passé un peu du constat au diagnostic. Il nous reste un gros quart d'heure pour essayer de voir comment on peut surmonter la faille. Alors Menrad, Basma Konani a pas mal parlé de l'Irak. Il y a en ce moment une bataille importante à Mossoul. Est-ce que cette bataille, si elle est gagnée par les uns ou par les autres, peut changer quelque chose, peut contribuer à surmonter la faille, peut contribuer ou non à construire un État comme semble le réclamer Basma Konani, à l'inverse de Bertrand Badi, pour qui tout est en train de disparaître. Ah non, mais c'est pas à l'inverse. Si vous m'aviez laissé répondre à Basma, je vous aurais expliqué, c'est pas l'inverse. Mais la parité m'oblige à donner la parole à Pierre Merad, vous la retrouverez. Oui, je voulais dire deux choses. Tout d'abord, je pense que l'État islamique est un reflet de ce que Bertrand Badi a décrit, c'est-à-dire ces tensions dans le monde hyper moderne entre transnationalisation, déterritorialisation, mais aussi reterritorialisation, parce que l'État islamique
est un nationalisme religieux qui s'est attaché à reconstruire justement un État sur les ruines de l'État irakien, en l'occurrence un État sunnite, religieux, qui incarnerait une alternative, enfin une solution à ce qui était conçu comme une forme d'Irak assiégé à la fois par les Américains et dans la perspective de confessionnalisation du conflit par ces autorités chiites. Là, je ne vais pas être très longue, mais pour rebondir sur ce que Basma vient de dire, je suis tout à fait d'accord, on n'a pas autre chose. C'est vrai qu'on vend beaucoup la mort des constructions modernes au Moyen-Orient, des sociétés modernes, ça explique, etc. Mais la réalité, c'est qu'on n'a rien. On n'a pas de réponse, ou comme l'a dit aussi très justement Bertrand Badi, les réponses viennent de loin et ne correspondent pas à la réalité de terrain. La chose que je voulais peut-être ajouter, c'est la dimension générationnelle de ce qu'on observe. Vous me parliez de Mossoul. Si on regarde ces lignes de faille, ou enfin cette fragmentation, l'État islamique est tout de même assez majoritairement, au-delà de ces cadres, un mouvement de jeunesse. Les milices chiites, aujourd'hui, qui répondent à la violence de l'État islamique par une violence analogue, sont essentiellement des jeunes. Et ces Irakiens, auxquels on peut souhaiter de retrouver un référent national, ont été totalement déstructurés, détruits par la guerre. Ce sont des jeunes qui n'ont plus de référent, en fait. Alors, il va être très difficile, à mon avis, de leur vendre l'Irak comme référent, comme leurs parents l'ont eu pendant des décennies, en dépit des violences, comme je l'ai dit, de l'effondrement de la société irakienne. Là, on est vraiment tout de même dans un état de morcellement, de déperdition de tous les référents politiques, de survie aussi au jour le jour, j'aimerais le dire, parce qu'il est très difficile pour eux de faire sens de l'avenir, dans la mesure où ils sont au jour le jour engagés dans la violence. Et celle-ci devient aveugle, en fait. C'est ça qui est quand même assez frappant, c'est qu'on a une espèce de fuite en avant dans la violence, où certes, certains segments de la population essaient de reconstruire, tant bien que mal, au niveau local principalement. Et à mon avis, les choses se feront au niveau local si on est dans une logique de reconstruction de ces États, parce que la réalité, c'est que venant des pouvoirs centraux, il n'y a pas de stratégie véritable. Et l'autre chose, c'est comment cesser la violence, quel discours pour mettre fin à la violence. Parce que là, si on prend le cas de l'Irak, et moi je suis au jour le jour les événements autour de Mossoul, on est dans une surenchère de la violence dont on ne voit pas la fin. C'était déjà le cas il y a 13 ans, c'était déjà le cas en 2006, parce qu'on parle actuellement des exactions de ces groupes, mais en 2005-2006, l'Irak a déjà été ravagé par une quasi, à l'époque, c'était pas les mêmes niveaux de violence, mais c'était déjà terrible. Et c'est vrai qu'on s'est révélé incapable de proposer, d'avoir une diplomatie autour de ce pays, de faire des propositions. Et là, quand je parle de faire des propositions, où est la communauté internationale? Où sont les Nations Unies? Parce que c'est pareil, on a une crise du multilatéralisme derrière tout ça qui a rendu impossible le fait de penser des politiques. Donc je me place encore une fois du point de vue des acteurs locaux. Les jeunes qui ont milité pour l'État islamique n'ont aucune notion de l'Irak comme leurs parents l'ont longtemps pensé, il faut quand même le dire. Donc c'est une jeunesse à resocialiser au niveau de ses référents politiques. Voilà pour les quelques points. En tout cas, situation difficile, on comprend. Merci pour ces précisions, Myriam Benrad. Marc Périgny, on a écouté les uns et les autres, on se rend compte que c'est encore de plus en plus compliqué pour les Européens, qui déjà n'avaient pas une volonté extraordinaire d'intervenir. On peut quand même rappeler que les Européens s'intéressent assez peu à la Méditerranée. Pour un Suédois, pour un Balte, pour un Letton, la Méditerranée, c'est au mieux un endroit où on va prendre des vacances sur la plage. C'est jamais une dimension géopolitique. Qui s'intéresse à la Méditerranée en Europe, évidemment les Grecs, les Espagnols, les Français, un peu les Anglais, c'était l'intérieur anglais, on disait. Oui, on le disait, mais maintenant on est au présent, Bertrand Badi. Et donc, avec le départ des Anglais, justement, avec le Brexit, est-ce que, les Anglais étant évidemment des acteurs importants sur le plan militaire, est-ce que l'Europe ne risque pas d'être encore un peu plus démunie face à tout ce qui se passe, et dont on comprend bien avec les différents intervenants que c'est de plus en plus difficile à comprendre? Oui, alors dans l'histoire moderne de l'Europe, vous avez eu la grande ouverture vers l'Europe centrale,
dans les années 90, qui a abouti à l'élargissement de 2004 et puis de 2007, c'était essentiellement une affaire allemande, c'est-à-dire que c'était le retour de l'Europe centrale à la famille centre-européenne et européenne, et il y a eu des programmes financiers, puis la négociation d'adhésion et une immense solidarité avec la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, etc. etc. Et d'où d'ailleurs l'immense déception l'année dernière de la chancelière allemande lorsque ces pays ont dit tout à fait non à une politique d'accueil des réfugiés, parce qu'elle pensait qu'il y avait un certain retour de solidarité qui pouvait être attendu. Mais bien. Alors, dans l'histoire récente de l'Europe, il y a eu un compromis en 1995, ça s'appelait le processus de Barcelone, qui était une opération où Espagne, Italie et France ont demandé à l'Allemagne d'apporter une certaine contrepartie. On a aidé l'Europe centrale, ça vous convient. Maintenant, on va aider la Méditerranée. Alors, ça a donné lieu à beaucoup d'efforts, on a triplé les financements, etc., etc., mais ce n'est jamais arrivé à la hauteur de ce que l'Europe a fait pour l'Europe centrale. Donc là, il reste un fossé considérable. Je voudrais revenir un instant sur ce que Basma a dit sur la demande d'État. C'est la demande d'État ou c'est la demande d'une reconnaissance d'identité culturelle? Ça dépend des endroits. Complètement. Pour moi, c'est très distinct. Si vous prenez les Kurdes syriens dans votre pays n'avaient pas de document d'identité jusqu'en 2012, quand le président Assad a décidé de leur donner des cartes d'identité pour la première fois, parce qu'il en avait besoin. Maintenant, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, mais ils sont les meilleurs alliés des États-Unis et de la Russie dans la lutte contre l'État islamique, ce qui déplaît fortement à la Turquie, parce qu'elle y voit l'émergence d'une puissance kurde, y compris chez elle, avec le PKK. Mais on voit bien la complexité, Marc Pirini, de tous ces acteurs, comme le soulignait Myriam Benrad aussi, mais c'est vrai que face à cette complexité, on cherche des chemins. C'est peut-être des façons de regarder le monde, hein, justement, qui permettent d'en sortir. Mais est-ce que les uns et les autres, vous avez des perspectives, ou est-ce que quel est l'après du désastre? Est-ce qu'on peut penser l'après du désastre, ou est-ce qu'il faut y consentir et attendre que ça passe? Parce qu'il y a une vision quand même un peu passive, et pour le coup, on risque d'avoir des soubresauts comme on les a eus ici, puisqu'effectivement, la connexion entre le national et l'international est devenue de plus en plus grande, pour le meilleur et pour le pire. Ma première réponse, c'est que nous sommes au 4e jour de 3 mois d'incertitude avec l'élection américaine. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune idée de ce que le président Trump va faire comme politique étrangère. Il a dit tout et le contraire, d'un bout à l'autre de la campagne. C'est un grand acteur international, mais pour ce qui est des acteurs qui sont ici, oui, qu'en est-il? Oui, mais ça pose quand même un problème à l'Europe, c'est que pour agir, il faut des moyens logistiques, il faut des moyens militaires quelquefois, et en Europe, il n'y a que le Royaume-Uni qui sort de l'Europe et la France qui ont des moyens militaires qui permettent de projeter la force. La France est très occupée au Sahel, elle a une puissance militaire qui est réelle mais petite. Donc la première question qui se pose pour une politique européenne qui serait plus efficace et plus entendue dans la région méditerranéenne, c'est de savoir si elle va mettre ensemble ses forces militaires, qui sont toutes individuellement petites, mais qui pourraient faire une différence si elles étaient ensemble. La deuxième chose, c'est de mettre plus d'Europe dans la politique. Or, on est, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le chemin inverse avec Brexit, Orban, Wilders aux Pays-Bas, etc., etc. Mais quand on voit l'inefficacité, et ce n'est qu'un exemple dont nous avons parlé en privé hier, des grands États européens devant la crise de l'accueil des migrants et des réfugiés, on voit bien qu'en mars, la Commission européenne, l'année dernière, tire la sonnette d'alarme. En mai, elle fait une proposition sur l'asile et la migration qui faisait beaucoup de sens, qui est balayée d'un revers de la main parce qu'on n'est pas d'accord. Les Européens du centre européen disent « c'est pas ma culture, il n'y a pas de musulmans chez moi, je ne veux pas savoir ». Le Royaume-Uni et le Danemark disent « nous, on n'est pas dans Schengen, ça ne nous regarde pas ». La France dit « on va aider l'Allemagne, on va prendre 1000 réfugiés ». Bon, oui, mais l'Allemagne en a pris 1 million, alors ça fait un peu rire à Berlin, bien sûr. Et puis il y a l'Allemagne toute seule. Alors l'Allemagne, elle a bien sûr une croissance, un surplus budgétaire, elle a 1 million d'emplois qui ne sont pas pourvus, elle a besoin de bras. Un déficit démographique. Oui, un déficit démographique énorme.
et elle voit le moment arriver où elle peut faire quelque chose, mais elle est obligée, du fait de l'impuissance collective, à forcer une solution par elle-même. Et on aboutit ensuite, en mars cette année, à des opérations rocambolesques comme le deal avec la Turquie, qui est immoral, illégal selon nos propres lois, selon les conventions des Nations Unies, et qu'on essaye de maintenir à tout prix, moyennant quoi, évidemment, la Turquie en profite. Donc, tant qu'on est dans cette dispersion des moyens, des stratégies ou des non-stratégies, on sera perdu. Sortir de la dispersion. Sortir de la dispersion, et c'est peut-être ce qui peut se passer déjà demain soir, quand, devant toutes ces incertitudes, les ministres des Affaires étrangères européens se réunissent à Berlin d'ailleurs, pas à Bruxelles, pour discuter de tout ça. Bertrand Badi, je vais vous laisser dire ce que vous aviez envie de dire avant sans vous poser de questions. Je répondrai aux questions auxquelles on n'a pas répondu, notamment celle de Thierry Favre. Mais je voudrais juste, en écho à ce que disait Passoire, parce que je ne voudrais surtout pas qu'il y ait de malentendus. Je suis totalement d'accord sur le plan théorique, en léger désaccord sur le plan empirique. Je m'explique. C'est-à-dire, vous avez tout à fait raison de dire que toutes ces guerres que nous voyons se développer au Moyen-Orient, mais aussi dans le Sahel, mais aussi en Afrique centrale, sont dues à un effondrement ou un déficit d'État, ou en tous les cas un déficit de sa légitimité. Et j'irai même plus loin, sont victimes d'un défaut de politique. Toutes ces sociétés qui souffrent sont des sociétés qui sont marquées par ce défaut de politique, ce qui veut dire deux choses. D'abord, la politique, qu'est-ce que c'est? Quelle est la définition de la politique? C'est l'art de la coexistence. C'est-à-dire, à partir du moment où ce contrat politique n'existe plus, alors on est dans une situation, comme disait le philosophe, d'état de nature. Et puis, le déficit de politique, c'est aussi le déficit de redistribution, de construction d'une société qui adhère à l'ordre qu'on lui donne. D'accord, moi je suis pleinement d'accord là-dessus. Sur le point de savoir si ce politique doit s'incarner dans un État copié du modèle occidental est un autre débat sur lequel je serai plus que nuancé. Mais en revanche, là où empiriquement je suis en léger désaccord avec vous, c'est que c'est un état de fait, cette disparition d'État. C'est un état de fait lié à un processus long de décomposition, et comme le social a horreur du vide, à partir du moment où l'État n'existe plus, il y a une course à l'identité. L'identité, c'est un substitut de l'État. Quand vous n'avez plus d'État pour faire vivre les gens ensemble, vous ressortez les emblèmes identitaires parce que c'est la seule chance de cohésion, alors micro-cohésion, qui demeure. Et cela devient, et là je vous rejoins à nouveau, très conflictuel. Mais on n'est plus dans le domaine du wishful thinking, on est quand même dans le domaine du constat. Voilà, on est dans une situation de fragmentation qui fait que, sincèrement, les individus adhèrent davantage à des communautés qui rendent leur situation globale conflictuelle beaucoup plus qu'à un ordre commun. Alors maintenant, comment en sortir? Alors, d'abord, je ne vois pas pourquoi... Il faut toujours dire l'Europe, l'Europe, l'Europe en sautant sur sa chaise, etc. Parce que c'est pas de l'Europe que viendra la solution. D'abord, je ne suis pas d'accord quand vous dites que l'Europe ne s'intéresse pas au Moyen-Orient ou à la Méditerranée. Non, je crois que si on les prenait tous, y compris l'Allemagne. Rappelez-vous, quand Sarkozy a eu cette idée de l'Union pour la Méditerranée, l'Allemagne a demandé à en être. Ça ne voulait pas dire qu'elle s'intéressait à la Méditerranée, elle ne voulait pas exclure tout le monde quelque chose au Moyen-Orient. Sauf peut-être les Lettons, mais admettez qu'on n'est pas là au centre du problème. En revanche, moi je me demande si toutes ces difficultés ne tiennent pas justement à de mauvais réflexes qui conditionnent l'entrée dans l'Europe dans ce champ. Immédiatement, on parle de canons. Immédiatement, on parle d'instruments militaires. Écoutez, il y a eu des dizaines d'interventions militaires qui se sont produites et reproduites dans le monde depuis 1989, venant de l'extérieur et venant des puissances tutélaires. Il n'y en a pas une qui a abouti à un résultat positif, et pis que ça, il n'y a pas une qui n'ait provoqué des effets pervers qui rendaient le remède encore pire que le mal. Donc, ce n'est pas la bonne entrée.
essayons de nous penser autrement que dans l'uniforme de Federbe ou même de l'IET dont on parlait ce matin. Ce n'est pas ça le problème. Le problème que nous vivons douloureusement dans ce monde actuel, c'est un défaut de gouvernance mondiale. C'est justement ce réflexe de puissance tutélaire qui se considère comme investi des solutions et des moyens de réaliser ces solutions. C'est ce dessaisissement des acteurs locaux et même des acteurs régionaux. Et c'est surtout cette façon de penser le monde à partir d'un rapport centre-périphérie qui ne correspond pas au canon de la mondialisation. Alors justement, que la mondialisation perde ses canons, et ça ira probablement mieux sur cette base, c'est-à-dire il faut véritablement reconstruire la diplomatie autour de l'altérité et non autour de la hiérarchie. C'est cet héritage westphalien de la hiérarchie qui, effectivement, brouille le jeu. Pourquoi croyez-vous, il était question tout à l'heure d'Abou Moussab al-Zarqawi, pourquoi Abou Moussab al-Zarqawi a dit en 2003 que l'intervention américaine en Irak était un fait de la Providence? Parce qu'il savait très bien tout ce que ça allait lui apporter de plus. Et pourquoi le pseudo-calife al-Baghdadi a fait cet acte odieux de décapiter un journaliste américain en septembre 2014 devant les télévisions, sinon pour forcer Obama, qui ne voulait pas intervenir, à intervenir sur la scène moyen-orientale. Il faut dépiéger tout cela. Il faut essayer de reprendre le problème à l'envers. C'est-à-dire, la solution n'est pas dans les canons occidentaux ou dans les canons des vieilles puissances, parce qu'évidemment la Russie, c'est la même chose que les autres, elle est dans la manière de repenser la gouvernance mondiale. Alors je sais que c'est très difficile, je sais qu'il y a beaucoup de vétos pour s'opposer à repenser la gouvernance mondiale, mais ce que je peux vous dire... Vaste programme quand même. Mais alors vous laissez la Syrie aux mains de Poutine, c'est ça que vous voulez dire? Mais non, je viens de dire le contraire, cher Ah ami. non. Je viens de dire que La pour moi, la Russie Russie, ça fait contrôle la partie Syrie de ces occidentale. vieilles puissances, ça fait partie de ces vieilles puissances, ça fait partie toujours de cette illusion qui avait hélas un sens au XIXe siècle et qui consistait à dire, dès qu'il y a un désordre chez les enfants, c'est les parents venus du Nord qui vont y mettre de l'ordre. Or, ça, c'est non seulement quelque chose qui ne marche pas, qui n'a jamais marché, mais qui a provoqué plus de dégâts que de résultats positifs. Oui. Regardez Du point de vue de Poutine, ça marche pour le moment. Comment? Du point de vue de Poutine, ça marche. Il contrôle la Syrie. Ah, parce que vous croyez que Poutine est en train de reconstruire la Syrie? Non, il a réussi. Bah alors, donc vous êtes d'accord avec moi? Basma Kodmani et Myriam Benrad. Avant peut-être de redonner de donner la parole à la salle, je vais vous faire comme on fait dans les émissions de radio. Je vous donne 1 minute pour donner une idée, pas refaire le monde, une idée pratique éventuellement pour surmonter la faille. Basma Kodmani. Si vous n'avez pas d'idée, vous avez le droit de passer votre tour, évidemment. Basma Kodmani. Alors, pour m'inscrire un petit peu en différence avec Bertrand Badi, je dirais non pas un processus de fragmentation lent des États, parce qu'on a l'impression d'un processus naturel, j'emploierais le mot vampirisation des États par des groupes particuliers dans chacun des pays. Ils sont ethniques, ils sont religieux, ils sont armés, ils sont classe sociale, ils sont ce qu'on voudra. Ils ont vampirisé l'État. Et c'est comme ça qu'ils ont entraîné son effondrement. Donc, et ça ne vient pas tout seul, cette fragmentation, elle ne vient pas de la société. Ça, c'est fondamental. Elle ne vient pas de la société, elle vient vraiment du groupe qui a mis la main sur le pouvoir. Ce que je voudrais dire, c'est peut-être essayer de répondre en partie, non pas en partie, mais commencer à répondre à la question de Thierry Fabre. Que faire? Comment sort-on de cela? Et je dirais, si l'on réduit le débat à « on ne peut rien faire » ou bien « il faut intervenir militairement », alors on dit à toutes ces sociétés « il n'y a pas de solution ». La solution est évidemment entre les deux. Les solutions militaires ne sont pas bonnes. Balayer un régime par la violence, par les armes, n'est pas une bonne chose. Peut-être que ça va vite, mais ça engendre plus de violence. C'est comme ça, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye, on le voit au Yémen, on le voit un peu partout, et encore le Yémen n'a pas été balayé par la violence, mais c'est certainement pas le schéma qui réussit.
Par contre, dire que l'on ne peut rien faire et qu'il faut que ces sociétés s'en sortent toutes seules, c'est vrai qu'aujourd'hui on a une superpuissance derrière le régime syrien qui est la Russie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On veut bien chercher une solution syro-syrienne, mais il faudrait peut-être qu'on nous débarrasse un petit peu des acteurs aussi encombrants que la Russie. Il y a des sorties de crise qui ne sont pas spectaculaires, elles sont lentes, elles sont laborieuses, elles passent par des négociations qui repartent des quelques composantes restantes. Dans beaucoup de sociétés déchirées, je mentionnerai une seule approche qui me paraît intéressante et importante, on repart peut-être de la reconstruction de l'armée nationale comme symbole d'une unité nationale. Dans tous les pays, l'armée n'a pas été considérée comme illégitime. Elle s'est impliquée aux côtés du pouvoir, mais quelque part, il y a toujours eu, parce qu'elle est faite, une partie de l'armée, pas son commandement, mais une partie de l'armée est faite de la société. Les soldats viennent de la société. Donc, elle est quand même un microcosme de la société. Et si l'on pouvait repartir d'un compromis autour de la formation des armées nationales, on l'a vu dans certains pays d'Afrique et qui ont été déchirés par un génocide. Il y a aussi la dimension, on reviendra sûrement demain avec Marc Crépon, de l'exemple de l'Afrique du Sud, des processus du type vérité et réconciliation qui permettent de délibérer sur la violence passée pour en sortir. Oui, mais ça, ce sont des processus longs, lents. Bien sûr. Or, nous avons besoin de sécurité demain matin. Il y a un déficit de confiance entre les communautés du fait d'un conflit qui dure depuis longtemps et qui est aussi violent. Alors, comment fait-on? On ne peut pas dire aux gens, la Constitution va reconnaître votre droit à l'égalité dans la citoyenneté, très bien, mais demain matin, s'il y a un massacre, qui est-ce qui m'en protège? C'est comme ça que les communautés ou les villages ou les régions vont réagir. Il faut donc leur apporter dans un premier temps la sécurité. C'est pour cela que je prends une approche plus sécuritaire et symboliquement l'armée est l'acteur de cette restauration de la sécurité. On a vu la Libye faire un gouvernement de transition. Ce gouvernement de transition a été balayé en une demi-heure par des milices qui intervenaient pour kidnapper le pauvre gouvernement. Donc il faut commencer peut-être par le sécuritaire. Je m'arrêterai là. Une minute, c'était. Alors, une minute, Bertrand Badie, c'est un défi pour vous d'exprimer une idée en une minute. Au bout d'une minute, j'arrête le chrono. Je suis d'accord avec Passepas, c'est-à-dire que la solution passe par une globalisation, c'est-à-dire par une gouvernance mondiale, c'est ce que j'ai essayé d'établir, mais à condition de donner aux acteurs locaux la responsabilité qu'on leur a toujours de façon condescendante refusée. La deuxième raison, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un élément énorme de la faille, c'est arrêtons de fabriquer des djihadistes. C'est-à-dire, arrêtons de stigmatiser, d'injurier, de moquer, d'écraser, de mépriser. Écoutez, regardez, faites pénitence, regardez le journal de 20h tous les soirs, n'est-ce pas? Et après, vous verrez ce que c'est que la stigmatisation à laquelle notre société s'est accoutumée en donnant des arguments tous les jours à ces entrepreneurs de violence. Voilà un début de solution concrète et relativement facile. Donc Bertrand Badie aspire donc à prendre la tête de TF1. Non mais j'ai tenu en une minute. Vous auriez pu me le faire remarquer. Bravo pour la minute. Oui, alors je dirais d'abord, distinguons soigneusement les régimes des peuples. C'est-à-dire, quand on regarde Assad, quand on regarde Sisi ou quand on regarde Erdogan, les dirigeants passent et les peuples restent. Et donc, l'Europe doit s'accrocher à soutenir l'état de droit, soutenir les défenseurs des droits de l'homme, soutenir les démocrates. Et ça, on a quelquefois tendance à l'oublier. La deuxième chose, c'est que quelquefois, l'Europe réussit. C'est-à-dire, si vous regardez le seul succès de Mme Ashton, que tout le monde a oublié entre-temps, c'est quand même le deal nucléaire avec l'Iran. C'est peut-être pas génial, mais c'est beaucoup mieux que l'alternative. C'est pas Ashton qu'on voit ça. Ah. Elle était à peine au courant. Non. C'est là bien sûr que Bertrand Badie regarde finalement beaucoup TF1. Absolument. Non, justement. Et puis, dernière idée, de temps en temps, l'Europe doit apprendre à se faire respecter.
notamment par la Russie et notamment par la Turquie. Voilà. Merci, moins d'une minute. Bravo, Marc Pierini. Myriam Benrad, une idée, une minute. Oui, enfin moi je suis en plein accord avec Bertrand Badic quand il parle de restauration de la gouvernance. Mais enfin j'irai même plus loin, il faut restaurer le politique parce qu'en fait derrière tout cela, qu'on parle de la situation locale à Mossoul, de l'irruption de violence en France, en Belgique, en Europe, les actes isolés de partisans de l'État islamique, les exactions commises par les milices chiites, qu'on peut aussi attribuer à certains groupes kurdes, il ne faut pas, les choses sont beaucoup plus compliquées, la violence elle est omniprésente sur le terrain. Tout cela traduit effectivement l'absence d'État, mais derrière aussi le retour du social de manière très violente contre ce qui est perçu comme, je pense, enfin, le politique est décrédibilisé. Je voudrais juste dire une dernière chose. Basma aussi a mentionné la question de la corruption, la décrédibilisation des élites politiques, le fait que le politique ne fait plus sens du tout. C'est ce qui a permis à l'État islamique de prendre le pouvoir à Mossoul. Parce que la représentation médiatique, c'était ces colonnes de djihadistes qui déferlaient sur la ville. La réalité derrière, c'est qu'il y avait eu un certain nombre d'arrangements passés avec les acteurs locaux parce qu'on leur avait promis la restitution justement du politique dont ils avaient été privés, la restitution des services de base, vous dire l'état de déréliction sur le terrain. J'imagine que c'est aussi une raison qui pousse un certain nombre de jeunes Syriens à rejoindre l'État islamique. Il faut savoir de qui on parle. Ce sont des jeunes qui sont au chômage, qui n'ont connu que la violence, qui ne font même plus sens du politique aujourd'hui. Donc le projet révolutionnaire extrêmement brutal, extrêmement violent que l'État islamique leur a proposé a fait sens. D'ailleurs, une dernière chose, et je vais finir là-dessus, pour vous dire l'état de déliquescence, de fragmentation de ces sociétés, si on prend le cas de l'Irak, que je connais le mieux, l'État islamique, au sein de chaque famille sunnite, a provoqué une implosion. On a aujourd'hui des frères qui combattent d'autres frères ou des cousins. Dans le cadre de cette bataille, ça va bien au-delà de groupes ethniques ou confessionnels qui s'affrontent. On a quand on parle de faille ou de fragmentation, moi je vais jusqu'à parler de liquidité, de déliquescence, c'est vraiment frère contre frère, cousin contre cousin, etc. Et là, à mon avis, la guerre de tous contre tous. C'est la guerre du tous contre tous. Et à mon avis, restaurer du politique, eh bien, où sont les autorités ? Enfin, si on prend le cas du gouvernement irakien, le gouvernement irakien n'a en fait, et je le dis, aucun projet de reconstruction, par exemple, dans les territoires qui sont libérés. On parle beaucoup de Mossoul actuellement, mais si on prend le cas de Ramadi ou de Fallujah, ce sont des territoires dévastés, il n'y a plus d'habitat. Donc les gens qui veulent rentrer, les déplacés, les réfugiés, ne peuvent pas le faire. Ça fait 6 mois que le gouvernement, et là je suis en plein accord avec Basma, que le gouvernement irakien annonce des réformes, des mesures, que les équipes de reconstruction arrivent. Rien n'est fait. Rien n'est fait et c'est catastrophique. Et du point de vue, si on rapporte ça à la gouvernance mondiale, que peuvent faire les Nations Unies ? Parce qu'on parle beaucoup des Nations Unies, mais où sont les Nations Unies dans leurs missions qui devraient être les leurs ? Alors je sais que ça peut paraître un peu naïf quand on sait qu'on a le grand jeu qui est réactivé autour de ces conflits, qu'on a une régionalisation aussi qui fait que les acteurs locaux ont énormément de mal à servir leurs propres intérêts parce qu'ils sont happés par ces logiques donc régionale, transnationale et plus globale. Mais cela étant, l'urgence, elle est là, effectivement, parce que plus on repousse l'échéance de la reconstruction, même à minima, plus la violence s'étendra. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête s'il n'y a pas de projet rapide. Et encore une fois, je ne suis pas idéaliste, je ne crois pas à une reconstruction rapide ni de l'Irak ni de la Syrie, mais si sur un plan local on est incapable d'assurer un habitat, ne serait-ce qu'un habitat à ces populations, parce que je vous invite à regarder, à taper Ramadi sur Internet 2016, voir l'état de la ville, il n'y a plus de Ramadi, c'est détruit. Il n'y a plus de ville, de quoi on parle aussi. Enfin, il faut quand même maintenant regarder les choses en face. Et là, je crois que c'est une responsabilité collective. C'est pas tout de dire les tribus locales vont faire le job si elles n'ont pas de financement, s'il n'y a pas une assistance qui est pourvue rapidement. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a une grande hypocrisie, je suis désolée de le dire, parce que on annonce, il y a vraiment une déconnexion totale entre le discours politique et ce qu'on observe sur le terrain.